Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric Ploquin. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste spécialisé crimes, faits divers. Non, c'est comme ça qu'on peut vous, oui, c'est un vous peu qualifier. ça, oui, vous avez écrit un certain nombre de sujets, de livres sur le sujet. Et France 5 propose un document formidable dans le cadre du Monde en face, la drogue et dans le pré. Enfin, quand je dis formidable, terrifiant sur la manière dont la drogue s'est infiltrée un petit peu partout en région, en province, dans des petites villes et dans des territoires qu'on n'imagine pas. Dans des territoires qu'on n'imagine pas, avec une organisation assez. Je dirais, pour résumer, que plus aucun territoire n'échappe aux stupéfiants aujourd'hui. C'est un peu le constat de ce documentaire. Gilles vous a préparé un zapping sur mesure pour vous et on commence tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, je vous ai fait un zapping délinquance. Évidemment, l'actualité m'a rattrapé avec l'effroyable fusillade qui a eu lieu hier à Marseille. Depuis le début de l'année, c'est plus de 42 morts. Mais ce qu'a remarqué BFM, c'est qu'aujourd'hui, cette fusillade a eu lieu à 18-19 heures, là où tout le monde est présent. Il est un peu avant 20h. Une voiture arrive. Elle a repéré 3 hommes sur la droite de votre écran. Un homme sort du véhicule. Il traverse et n'hésite pas, ouvre le feu instantanément, vide son chargeur sur ces 3 hommes. A priori, il en repère un en particulier et il repart. La voiture va être retrouvée quelques minutes plus tard. Alexis Pluyette, vous êtes à l'endroit où s'est produite cette fusillade qui a donc fait 2 morts et 1 blessé. Ce matin, on en voit les traces sur place. Oui, absolument. Je peux vous assurer que c'est le choc ici dans ce quartier plutôt tranquille, dans le 4e arrondissement de Marseille. Mais ce qui choque les gens, eh bien, c'est que ça s'est passé à 19h40. Vous imaginez, on est dans un quartier très commerçant. Vous voyez cette pharmacie, il y a cette boulangerie qui était ouverte hier à 19h40. Il n'y a plus de limite ? Les tueurs passent à l'acte à l'heure qui les arrange en réalité, c'est-à-dire quand la cible est facile à atteindre, ils se foutent complètement en réalité de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans la rue. Ils sont dans leur monde, dans leur logique criminelle, dans leur parcours criminel et finalement peu importe qui est autour, l'objectif c'est d'abattre la cible, l'ennemi, le rival, celui qui, si vous ne le tuez pas, va peut-être vous tuer avant. Mais ça veut dire qu'ils n'ont peur de personne ni de rien. Je crois qu'ils sont vraiment dans leur bulle. C'est un peu comme s'ils étaient dans leur salon avec leur tablette vidéo en train de jouer. Le monde extérieur n'existe pas, n'a pas prise sur eux. Et donner la mort, finalement, pour eux, devient une espèce de gymnastique comme ça, de choses qui n'est même pas réfléchie. Et je pense que les conséquences de l'acte de cet acte-là, de l'acte criminel, n'atteignent même pas leur conscience et leur cerveau. Ils sont vraiment dans leur logique de toute puissance. D'impunité relative, parce que sinon on fait pas ça en pleine rue comme ça. Non. Cela dit, les grands voyous marseillais, ça fait un demi-siècle qui se butent dans la rue en plein jour de cette façon-là. La différence entre la grande époque du milieu marseillais aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui filment avec des vidéos et donc on voit les images. Mais des faits de ce type-là, à Marseille, ça fait un demi-siècle qu'il y en a. Il n'y en avait pas moins. Non, il y en avait beaucoup. Il y avait des années, il y avait 20, 25 morts à Marseille. Les dealers, puisque là on sait que c'est des histoires de dealers, est-ce que les dealers ont peur de la mort ? En tout cas, eux, j'ai l'impression que non. En fait, la vie du trafiquant de stupéfiants, elle est relativement courte, a priori, sur le papier. C'est-à-dire qu'autrefois, au temps de la French Connection, on avait des vieux trafiquants de 70 balais qui trafiquaient l'héroïne et qui l'exportaient vers les États-Unis. Aujourd'hui, le plan de carrière, il démarre à 14-15 ans, dans la rue, petit, en bas de l'échelle. Vous rentrez dans un monde, vous rentrez dans cet univers, vous en adoptez les codes, vous ne rêvez que de ça. Votre vie, c'est pas de mettre des sous de côté pour préparer la retraite. C'est d'en profiter un maximum pendant en gros 10 années, entre 14 et 24 ans, où vous pouvez vous épanouir, gravir les échelons, renverser, parce que c'est ça l'objectif, vous commencez en bas de l'échelle, il faut renverser, éliminer ceux qui est juste au-dessus pour prendre sa place, etc. Et à chaque fois que moi je m'entretiens avec des jeunes de 15 ans, comme ça je suis assez surpris, qu'au bout d'un moment, ils m'avouent qu'en réalité, le but ultime, c'est de tuer leur propre patron. C'est-à-dire que c'est de tuer leur propre patron parce que c'est lui qui s'enrichit le plus pour prendre sa place. C'est ça la logique. Et donc à un moment donné, si le patron veut pas céder sa place, ce qui est à peu près normal puisque voilà, il touche l'argent du point de deal.
Mûrit chez ce jeune l'idée qu'il va le bousculer, qu'il va être plus fort que lui, qu'il va avoir plus de, entre guillemets, de couilles, pardonnez-moi, c'est comme ça qu'il parle, que lui. Et qu'il va l'éliminer, l'écarter de son chemin et prendre sa place. Et plus tard, évidemment, il y a son petit frère qui va venir et qui va lui dire, écoute Coco, maintenant c'est mon tour. Restons dans la délinquance avec Seb Daddy, c'est un youtubeur influenceur qui vit à Miami, qui va dire qu'il a quelques business de côté, comme il dit, mais au soleil américain, tout ça avec son petit Coca Zéro, il tape dans la CAF depuis Miami. Il l'a confié à Sam Zira, qui a été d'ailleurs un intervieweur assez fort. Je tape dans la CAF, oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Non, je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Et quand tu as plus de 25 ans, ou quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. N'importe quel Français qui a une adresse en France, qui n'a pas d'activité, qui a plus de 25 ou 28 ans, je sais plus, touche le RSA. C'est assez choquant quand même ce que tu dis, non? Tu trouves pas? C'est choquant, sachant que 90% des Français le font, non. Tu penses vraiment que les gens qui sont au RSA, ils sont au RSA parce qu'ils le veulent? Tu penses que ça leur fait plaisir? J'ai plein d'amis à moi, des potes de quartier, ils sont au RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté et ils sont bien. Hein. Mais quel rapport avec des mecs de quartier? À un moment, ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Voilà. Un auditeur me dit qu'Aurore Berger a démenti ses propos. Il n'est dans aucun fichier de la CAF. C'est ce que me dit un auditeur. Néanmoins, moi, il m'est arrivé de prendre une fois un chauffeur d'un VTC qui m'a raconté vivre en Algérie avec sa femme, ses enfants, toucher les allocations familiales, les aides et revenir régulièrement pour gagner de l'argent 15 jours, mais vivre là-bas. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui vous parle? Moi, je crois que la drogue rapporte plus que le RSA. Ouais. Mais est-ce que c'est en effectivement, plus en fait, si vous voulez, l'idée, moi j'ai rencontré des profils comme ça en enquêtant sur le trafic de stupéfiants, d'individus qui, en fait, il faut être un peu un fantôme sur le territoire pour pas se faire repérer. Donc si vous vous débrouillez pour toucher le RSA, pour montrer que vous êtes plutôt pauvre, que vous roulez avec une petite bagnole un peu pourrave, comme ça, que vous n'avez pas les moyens, vous avez moins de chances d'attirer l'attention et des voisins, et du quartier, et de la police ou de la gendarmerie, et de vous fondre dans le décor. Donc effectivement, ça peut être un outil de dissimulation en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre comme ça de trafiquants qui ne conservent pas en fait l'argent sur le territoire français, parce que c'est difficile, vous pouvez vous le faire confisquer à tout moment, etc. Donc le flux de l'argent de la drogue, vous savez, moi j'ai évalué à environ 4 milliards le chiffre d'affaires de la drogue annuel, 4 milliards d'euros le chiffre d'affaires de la drogue annuel en France. Sur les gains, les bénéfices, il y en a une partie qui doit être réexpatriée pour réexporter du produit, évidemment, parce qu'il faut payer le produit. Donc il y a de l'argent qui repart au Maroc, en Colombie, en Amérique du Sud ou au Moyen, à l'Extrême-Orient pour l'héroïne. Et il y a une partie de l'argent qui va être... Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de prendre autant de risques si vous ne mettez pas de l'argent un peu de côté. Et donc cet argent, il disparaît pour beaucoup. Il est investi dans l'immobilier dans un certain nombre de pays avec lesquels la coopération judiciaire et policière est faible. Là, je pense notamment au Maroc. Il suffit d'aller à Tanger pour se rendre compte à quel point, je veux dire, le boom immobilier ne peut pas être expliqué uniquement par, on va dire, les succès des entrepreneurs locaux. Donc il y a le Maroc, comme ce que vous dites. L'Algérie. L'Algérie, c'est pas une question, c'est un constat que j'ai fait. Ça veut dire que le Maroc ferme les yeux. Et d'autres pays. Est-ce que vous le voyez? Si vous voulez, même au sein de l'Europe, il y a des pays qui ferment les yeux sur l'argent de la drogue. Comme en cas de crise économique, l'Espagne, pendant la grande période de crise économique récemment, qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne? Elle a fermé les yeux. Il y a eu un boom immobilier en Andalousie qui a absorbé une grande partie de la manne du trafic de stupéfiants. Alors si vous pouvez, si on considère, si au sein même de l'Europe, il y a des pays qui sont hyper accueillants avec l'argent de la drogue. Je pense qu'à la Hollande, les banques hollandaises par exemple, elles sont accueillantes avec tout. Je veux dire, il suffit que vous disiez que vous êtes un commerçant banal, etc. Mais à partir de là, vous pouvez aussi reprocher effectivement à des pays comme le Congo, le Sénégal, le Mali, le Maroc, l'Algérie ou Dubaï d'accueillir cet argent. Mais au sein même de l'Europe, et pour aller encore plus près au Luxembourg même, vous avez des banques, des systèmes de sociétés offshore, etc., qui accueillent cet argent aussi.
Alors, on continue le le zapping. zapping, oui. On a appris qu'une association allait offrir, écoutez-moi bien, 500 téléphones portables aux migrants de Calais. C'est une association qui va, ça vous choque, qui va leur offrir. Il y a eu un débat vif sur le plateau Touche pas à mon poste et une colère de Guillaume Janton. C'est complètement démago. On sait que ces gens-là, ils sont dans une énorme misère. A priori, malheureusement, leur parcours, il est destiné à être chaotique. Et là, pour se donner une bonne conscience, on va leur offrir un smartphone. Encore une fois, qui paye l'abonnement? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont pas jouer à Candy Crush, alors que les pauvres, ils vont peut-être être envoyés dans leur pays. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est complètement démago. Delphine. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on donne pas ces smartphones à des travailleurs qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ou à des SDF qui sont dans nos rues? L'un n'empêche pas l'autre, on n'est pas opposé la misère. Oui, déjà ces 500 smartphones, je pense qu'on peut déjà aider des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui se lèvent malgré tout tous les matins en France. Ouais. Est-ce que les toxicos sont aidés par des associations? Les toxicos. Non, les dealers. Pardon, les dealers. Est-ce que s'il y a des dealers? Les toxicomanes, oui, les toxicomanes. Mais les dealers, non. Les dealers, je connais pas d'association qui fournissent des téléphones cryptés aux trafiquants de stupéfiants. Hein. Je connais pas encore. Vous pouvez essayer d'en fonder une. Si vous voulez, ça pourrait vous rapporter beaucoup d'argent. Mais je connais pas. La justification et le lien. En revanche, les toxicomanes, oui. Ouais. Je veux dire, notamment les toxicomanes à l'héroïne. Il y a des associations, heureusement, parce qu'en fait, c'est aussi. Non, ce que je voulais dire, en fait, je me suis mal exprimé, c'est que avec Valérie, on a été choqués que plusieurs dealers soient maintenant dans la rédemption, font des spectacles. Écrivent des livres et puis certains bienveillants. Ça dépend quel est le message. Moi j'ai été contacté récemment par un gros dealer marseillais qui est en prison depuis 10 ans. Donc si vous voulez, bon, il est hors jeu, hors circuit, etc. Et dès lors qu'il me dit qu'il a besoin que je l'aide pour formuler un message à l'intention des générations d'après, de ses petits frères, pour leur dire en gros, n'y allez pas, c'est pas la peine, il n'y a rien à gagner. Moi, je considère que ça peut être utile. Ça peut être utile et nécessaire. Si le message, il est celui-là. Si c'est pour... si le gars m'appelle pour me dire je vais écrire Frédéric, je vais écrire un bouquin pour te raconter comment je suis devenu milliardaire et comment je me la pète et comment je me fous de la gueule de tout le monde, je vais l'envoyer chier. En gros. Mais si c'est pour... Là, je suis en train précisément de réfléchir à un projet de ce type-là. Si le gars, il écrit, il fait un livre pour dire aux jeunes Marseillais c'est une vie pourrie et je vais passer 10 ans en prison, maintenant j'ose plus sortir et puis si je sors de prison, j'ai peur de me faire buter. Ça peut peut-être un peu décourager, je ne sais pas, quelques mauvaises volontés. On marque une pause et on se retrouve un son très fort après la pub. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste du crime, des criminels. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, réalisé un certain nombre de reportages. Et dimanche, c'est vraiment à ne pas manquer, La drogue est dans le pré. Je pense que vous allez tous être assez surpris. Alors vous allez me dire que si vous habitez dans ces régions, vous les voyez peut-être, ces points de deal, mais il y a des endroits totalement improbables où aujourd'hui, désormais, les dealers se sont installés et mènent leur petit business ou leur très gros business avec énormément de facilité. Gilles, juste avant de parler du doc, on voulait vous faire entendre un son très fort. Oui, on n'a pas l'habitude dans le zapping de passer des extraits radio parce qu'on est un zapping télé, mais on le reprend quand c'est des sons radio mais qui ont été diffusés en télé. Alors, gageons que ça va être le cas car ce matin, chez Yves Calvi, Bruno Guillon est revenu sur son home jacking et à l'antenne, il a craqué. Ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée, ils sont montés à l'étage discrètement. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. Je vois mon fils qui est menacé par deux gars. Tout de suite, on m'attache les mains dans le dos. On m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Je vois ma femme avec quelqu'un d'autre, avec une arme sur la tempe, et ils l'emmènent dans le couloir. Alors je leur demande de me prendre moi et de laisser ma femme avec mon fils. Mais ils partent et ils nous renferment dans la chambre avec mon fils qu'ils attachent. Ils n'arrivent pas à l'attacher les mains dans le dos, donc ils lui attachent les mains devant. Et là on reste renfermés pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de ma vie. Ils sont capables d'appuyer sur la gâchette ?
Jusqu'à présent, c'est pas l'objectif. Le homejacking, ça consiste, c'est ce qu'il y a de plus terrorisant pour l'individu. Si ça vous arrivait, si ça m'arrivait, je pense qu'on serait tous dans l'état dans lequel il est là. C'est ce qu'il y a de plus terrorisant parce que c'est pas une agression. C'est une agression. On vient dans votre intimité. On vient dans votre intimité. Vous êtes en famille, vous êtes avec vos enfants, vous êtes chez vous. Vous avez a priori en face de vous des individus qui de toute façon vous font croire qu'ils peuvent appuyer sur la détente, même s'ils le feront pas, parce que c'est le but du jeu, parce qu'en général, quand on vient chez vous, c'est qu'on croit... les footballeurs, par exemple, sont souvent victimes de ce genre de choses, de homejacking, parce qu'on sait que ils ont la belle montre, éventuellement la clé de la belle voiture, etc., qu'on va repartir avec. Donc ils ciblent comme ça ce genre de délinquants. C'est aussi la facilité. Vous cassez un carreau, vous savez que les gens ils sont pas armés. C'est plus facile que d'attaquer une bijouterie ou une banque. Donc c'est la facilité. C'est souvent des petits délinquants, je veux dire, pas des grands professionnels. Et donc le fait que ce ne soit pas des grands professionnels les rend encore plus dangereux. Ouais. En réalité, c'est ce qui est arrivé à Bernard Tapie aussi. Exactement. Vous avez affaire à des gens qui sont pas des pros, quoi, et qui peuvent ne pas se tenir, qui n'ont pas forcément le sang-froid nécessaire. Et c'est là où il faut soi-même. C'est là où ça peut basculer. Ça peut basculer à tout moment. C'était chez nos confrères d'RTL ce matin, Stéphane Guillon qui a accordé ce témoignage très fort. Moi, c'est arrivé à une de mes amies qui en a gardé des traces pendant des années. Des cauchemars. Je pense qu'on s'en remet pas. On ne s'en remet pas. On s'en remet pas. C'est comme une prise d'otage en réalité. C'est une prise d'otage. C'est d'une violence absolue. C'est une prise d'otage à la maison, à domicile. Donc on ne s'en remet pas. C'est fini le zapping ? Oui. Bon, on va parler donc de votre... Je sais, vous en voulez encore. Oui, encore. Le monde en face, la drogue est dans le pré. Ce doc que vous avez réalisé, Frédéric Ploquin, est sidérant au sens propre du terme. C'est diffusé dimanche soir sur France 5. Il fait écho à une tribune qui est parue dans Le Monde la semaine dernière d'élus de grandes villes et de métropoles qui appelaient à un plan national contre le trafic de drogue. Et là, vous, ce que vous montrez, c'est une chose qu'on évoque assez peu souvent. Ce sont ces dealers qui ont infiltré pratiquement toutes les petites villes de France. Oui, ce documentaire, c'est 3 ans de travail, 3 ans d'enquête. Je cite le nom de mon co-auteur qui est Julien Johan. C'est diffusé effectivement dimanche soir sur France 5 à 21h. Et les découvertes que j'ai pu faire à travers... Moi j'ai pour habitude d'aller voir un peu, à chaque fois que j'enquête, les deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que comme je travaille à la fois sur la police et j'ai des contacts à la fois dans la police, la gendarmerie, la douane, qui parlent dans le film, et de l'autre côté avec les trafiquants eux-mêmes, j'aime bien avoir les deux sons de cloche et les confronter, parce que c'est comme ça que j'avance et c'est comme ça qu'à mon avis, même le téléspectateur, il va découvrir, il va comprendre des choses. Et quand vous avez notamment ce petit dealer que j'interviewe dans le film et qui explique comment il a quitté finalement une zone urbaine trop dense en région parisienne, où il y avait trop de concurrence, trop de dangers, où s'il voulait prendre la place, s'il voulait s'installer et s'il voulait prospérer, il fallait peut-être qu'il en vienne à tuer quelqu'un, et donc il risquait lui-même de se mettre sa vie en danger. Donc à un moment donné, il a basculé, il s'est dit pourquoi est-ce que j'irais pas tout simplement à la conquête de nouveaux territoires. Et c'est intéressant parce que c'est tout ce qui s'est... On va dire c'est un résumé du basculement du trafic de stupéfiants vers les territoires secondaires, on va dire, les villes moyennes, les petites villes et les zones rurales. Lui, il symbolise à lui tout seul ce phénomène, c'est-à-dire il dit, moi je suis allé... en l'occurrence dans une petite ville de la Normandie, je me suis installé là-bas et j'ai vu qu'il y avait des clients. Ouais. Et les clients... il y a sa technique. Faut se mettre près d'une boulangerie, faut se mettre dans des endroits où il y a du passage, pour recruter. Et en réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas des clients dans ces zones-là, il n'y aurait pas de dealers. Les dealers, ils repartiraient tout de suite. Je veux dire, s'il n'y a personne pour vous acheter les produits, vous ne restez pas. Oui. Donc lui, il s'est installé et jusqu'à un moment, pendant un certain temps, il est tout seul sur le marché, donc ça se passe très bien. Et puis à un moment donné, va se reproduire ce qui se produit en ville, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la concurrence, de l'excitation, l'un qui balance l'autre qui dit tu m'as balancé, je vais te tuer, etc. Et on se retrouve, c'est de ce constat moi que je suis parti pour faire ce documentaire, c'est quand j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui des règlements de compte à Châteauroux, à Besançon, au Mans, à Blois. Alors Dreux est très important. Vierzon. Vierzon, vous connaissez Vierzon ? Oui.
Non mais attendez, tout d'un coup il y a des gens, des policiers en l'occurrence qui m'ont dit mais va voir à Vierzon, tu vas voir, ça va être... Pour moi Vierzon c'est la diagonale un peu du vide en France, il se passe pas grand chose. Il y a une boulangerie, une église et ça a été une ville industrielle, c'est une ville un peu en déshérence, vous avez beaucoup de commerces fermés, c'est un peu... Et sur cette déshérence a poussé à Vierzon même un trafic de stupéfiants, et je me suis retrouvé effectivement la nuit à Vierzon à constater qu'il y avait un point de deal ici, un autre là, et même en plein jour, et puis après il y a quelqu'un, un habitant local qui me dit viens voir, regarde là, il y a des traces de balles et tout à tel endroit. Et je dis oui, ils se sont tirés dessus à plusieurs reprises ici et là. Donc même dans une ville comme Vierzon, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui des trafiquants de stupéfiants qui règlent leur compte. Mais ça dit quoi des Français? Je veux dire qu'on en soit... je vois, ça fait beaucoup réagir évidemment chez nous, sur notre compte Facebook. Xavier dit Perpignan, 110 000 habitants, 15 cités HLM, 50 points de deal. Stéphane nous dit, alors ce qui est bizarre, c'est que tout le monde les voit, les connaît, mais ils ne sont pas arrêtés. Mais en tout cas, là, c'est deux choses différentes. Mais ma première question, c'est qu'est-ce que ça dit de ces Français dans ces villes, Dreux, Vierzon, vous parlez de villes exsangues qui se mettent à consommer du cannabis. Le documentaire est très bien fait parce qu'on veut cannabis, cocaïne, héroïne, et ce sont des drogues qui ont infiltré partout. Déjà, ça nous dit que le monde rural d'aujourd'hui n'est plus celui des années 70-80 et que finalement... Vous dites que pour les agriculteurs, c'est la seule chose qui n'a pas augmenté, c'est la cocaïne pour quand on se lève à 6h du matin et qu'on finit à 20h. Ça, c'est autre chose. C'est le fait que effectivement les trafiquants de stupéfiants, ils ont leur business plan. Hein, ce sont des commerçants, en réalité, les trafiquants de stupéfiants. Et donc leur but, c'est de conquérir de fidéliser de nouveaux clients. Et ça, c'est l'un des grands changements de ces dernières années, je trouve, c'est que notamment concernant la cocaïne, elle était consommée par une petite élite parisienne, autrefois le showbiz, dans le monde des médias, de la pub, etc. Elle était réservée à une petite élite. Et finalement, pour les trafiquants, c'est pas bon parce que c'est pas assez de clients. C'est trop petit, si vous voulez, comme clientèle. Donc ils sont partis à la conquête, on va dire, des gens ordinaires, des travailleurs. Ils sont tombés sur des gens qui avaient besoin, dans le cadre de leur travail, de ce palliatif, de cet excitant, on va dire, pour tenir dans des conditions de travail difficiles. Et ils ont commencé à fidéliser des marins-pêcheurs ici, des boulangers, des agriculteurs éventuellement, des gens qui bossent 10, 15 heures par jour, de nuit, etc. Et ça, pour un trafiquant, c'est beaucoup plus intéressant qu'un jeune bobo parisien qui va vous commander 2 grammes de cocaïne une fois par semaine le samedi pour aller en boîte. Oui, mais il y a du Gurusan. Là, c'est tous les jours. Il y a des médicaments, il y a la médecine normale. Pourquoi ils se tournent vers la cocaïne? Effectivement, on est un pays... Psychologiquement, c'est différent. On est le pays d'Europe, je crois, où on consomme le plus de psychotropes. Donc à partir de là, du psychotrope au produit cocaïne, ça veut dire que vous avez un terrain favorable aux addictions en France. Et donc pour les on va dire pour les trafiquants, c'est pas un béni. On va dire c'est tout bénéfice. C'est-à-dire qu'ils profitent de ces failles psychiques, on va dire, et de ce terrain addictif. Et aujourd'hui, vous retrouvez, lorsque les gendarmes font... Ça, c'est une des données qui m'a le plus surpris. Les gendarmes font des contrôles routiers aujourd'hui dans les rues, sur les routes au fin fond d'un département de Normandie, par exemple. Là où il y a 20 ans, on avait évidemment énormément de contrôles qui permettaient de découvrir que des conducteurs conduisaient sous l'emprise de l'alcool. Aujourd'hui, il y a plus de cas de conduite sous l'emprise des stupéfiants. C'est un signe, c'est un indicateur. Pour rebondir sur la question de Valérie des Français et la drogue, est-ce qu'on sait combien de Français, le pourcentage de Français qui ont déjà touché au cannabis, à la cocaïne ou à l'héroïne? Est-ce qu'on est à 60-70% des Français? Est-ce qu'on sait... Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage, mais ce que je peux vous dire, c'est que les Français roulent environ pour une tonne 3 par jour de shit ou d'herbe. Donc ça fait beaucoup, il faut se les faire. Hein. C'est une tonne 3 par jour en France de produits stupéfiants et roulés pour faire. Là, je parle des joints. Je parle pas pour la cocaïne. J'ai pas de chiffre de ce type-là. Ils roulent des joints. Une tonne 3 qui est fumée de cannabis ou d'herbe par jour, c'est-à-dire une quarantaine de tonnes par mois. Après, c'est pas. Et Mehmet, il écoule en une journée 1 kilo de cocaïne. C'est ce qu'il dit dans le documentaire. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que ça veut dire en fait. Donc une tonne 3
de shit et 1 kilo de cocaïne. Oui, mais qui n'est pas consommé par une personne. Bien sûr, parce qu'en réalité, c'est qu'il... Non, mais Maître, il vend en gros, en semi-gros, on va dire. Lui, c'est pas comparable. Non, lui, il récupère le kilo, il le dissémine, il le distribue, il le vend à des semi-grossistes qui ensuite vont le revendre. C'est un système de toile d'araignée dans la journée. On va parler de cette forme d'industrialisation, de la professionnalisation. On peut parler d'une professionnalisation du trafic de stupéfiants en France. On voit, il y a une ferme isolée dans votre doc, on va y revenir, un trafic qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, ce qui est vraiment très fort, c'est pas une ville moyenne qui y échappe. Pas une ville moyenne. Non, on va y revenir, Frédéric Ploquin, dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. On va mettre plus cher. Moi, j'ai mieux. On discute en antenne, on a plein de Frédéric questions. Ploquin est avec nous, journaliste qui a réalisé un documentaire étonnant à regarder le dimanche soir sur France 5, Le Monde en face, la drogue est dans le pré, sur la façon dont les dealers se sont installés dans toutes les villes, les grandes et petites métropoles, avec une organisation mafieuse qui s'infiltre. Ça, c'est la fin du documentaire, ce sera peut-être une suite de façon même au sein des États. Donc, vous avez raison, ça me donne une idée pour la suite. Non, mais c'est intéressant parce que vous dites qu'aujourd'hui, des policiers sont obligés, je vais à la fin, obligés de travailler de façon anonyme pour pouvoir infiltrer les différents blocages qu'il peut y avoir des policiers ou des douaniers corrompus, ou des choses comme ça. Les organisations criminelles internationales mafieuses sont pas sympathiques, aimables. On n'est pas dans un monde de bisounours, comme vous le savez. On est dans un monde où on torture dans les ports, on a des salles de torture dans les ports, dans des containers. On est dans un monde où comme cette scène qu'il y a dans le film, que vous verrez dans le film, qui est inouïe, où il y a un camion qui sort des kilos de cocaïne du port du Havre, qui tombe en panne en pleine rue à 8-9 heures du matin, à l'heure où les gens vont au boulot. Et tout d'un coup, vous voyez arriver, on met la vidéo dans le documentaire, vous voyez arriver des individus qui sont armés et qui viennent... on va dire dépoter, décharger le camion vite fait avec plusieurs voitures comme ça. Donc il y a une logistique derrière importante et qui partent avec la marchandise et qui s'échappent et qui tirent éventuellement sur leurs poursuivants. On est dans ce monde-là. Donc vous comprenez que les policiers, les douaniers, les gendarmes doivent prendre un certain nombre de précautions et se prémunir aussi contre la corruption, parce qu'effectivement ces mafias ont tellement d'argent, brassent tellement de millions qu'elles sont capables, on va dire, de corrompre aussi bien des dockers que des douaniers, que des policiers. Il y a un éclairage très intéressant sur le Havre où il y a eu tout un réseau organisé avec les dockers. Oui, le jour où on est allé tourner au Havre, on n'a pas fait exprès. Je veux dire, on tombe sur une saisie de 800 kilos de cocaïne, donc on filme en direct, mais c'est pas, ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est pas quelque chose qui a été programmé, organisé. Je veux dire, on est là et ce jour-là, ça veut dire qu'il y a énormément de saisies qui sont opérées. Est-ce qu'on peut lutter un auditeur demande, est-ce que c'est de la négligence, de la complicité des autorités, de l'incompétence? Est-ce qu'on n'est pas débordé face à ce phénomène aujourd'hui? En fait, le trafic de stupéfiants, le trafic international de stupéfiants aujourd'hui est relativement hors de contrôle, mais on ne peut pas dire que les États ne font rien. En tout cas, l'État français. Mais l'État français ne peut pas faire tout seul. Il y a besoin de coopérer avec un certain nombre de pays parce que le produit vient de l'étranger, parce que l'argent repart à l'étranger. Donc la France, toute seule dans son coin, mène la bataille. On va dire la guerre. Si vous demandez aux policiers aux douaniers ce qu'ils en pensent, ils vont vous dire qu'elle est presque perdue, mais néanmoins, elle est perdue parce qu'il y a des consommateurs. Mais néanmoins, je voudrais quand même dire qu'on a des policiers, des gendarmes et des douaniers qui tous les jours se battent et qui ont des moyens incroyables, mais qui se battent et qui remportent. Je veux dire, si la guerre est perdue, eux considèrent que chaque jour ils peuvent gagner une bataille. Oui, mais quand même. Et ils les gagnent, ces batailles. Quand on regarde votre documentaire, c'est quand même une ode aux dealers. C'est-à-dire qu'il y a deux dealers qui sont interviewés, qui sont justement dans les campagnes. Et alors, on découvre. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans un documentaire de Capital. Ils font des business plans, ils repèrent, ils ont une logique, ce qu'on appelle les nourricières dans des anciennes fermes qui louent. Il y a des maisons dont la façade ne peuvent pas être filmées par la police
police parce qu'on est dans des maisons de campagne. Enfin, tout ça est très calculé. Ils sont très intelligents. C'est pas du tout une ode aux dealers. J'ai écouté. Non, pas du tout. Non, je fais de l'enquête journalistique. Je suis un journaliste d'investigation et je vais écouter les dealers parce qu'ils ont des choses à nous dire. C'est très intéressant de découvrir parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il faut pas sous-estimer l'adversaire. Et les policiers ne sous-estiment pas ses adversaires. Et effectivement, quand vous les écoutez, vous comprenez que c'est pas tous des imbéciles. Non, et cette intelligence qu'ils mettent au service de ce commerce illégal, ils auraient très bien pu le mettre au service du commerce légal. Et je pense qu'un certain nombre de ces individus, s'ils n'avaient pas basculé du côté obscur, seraient aujourd'hui des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise éventuellement. D'ailleurs, c'est dommage. On les a perdus pour ça. Et pourquoi ils ne s'arrêtent pas, puisqu'ils ont gagné 15 millions, 20 millions ? Parce que je pense qu'ils sont pris dans leur logique, dans leur spirale. Et ça serait jamais ouvert, un dealer ? Disons, ils n'ont pas cette intelligence. C'est peut-être la limite. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout. Et si j'en connais qui, si vous voulez, à partir du moment où vous fondez une famille, vous avez des enfants, etc. Là, vous basculez dans autre chose. Mais c'est plutôt vers la trentaine. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent vivants ou libres, parce que la police fait quand même son boulot. Donc, à partir du moment où à 25 ans, vous vous retrouvez pour 10 ans ou 5 ans en prison, déjà votre vie, elle bascule. Après, quand vous ressortez, qu'est-ce que vous faites ? Oui. Puis on voit l'exemple de celui qui est allé en prison et qui, au contraire, est passé à la cocaïne, à trouver, à rencontrer. Alors qu'il n'était qu'un simple vendeur de cannabis. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans nos campagnes beaucoup. C'est que le cannabis était implanté depuis très longtemps. Et là, c'est le phénomène guyanais. C'est-à-dire que tout d'un coup, les trafiquants ont considéré qu'il y avait une porte d'entrée nouvelle vers la France, parce que les Hollandais avaient un peu bouché leurs aéroports et mis en place un certain nombre de dispositifs qui empêchaient les Surinamiens. Je vous rappelle quand même que la France a un département en Amérique du Sud. La France, on a un bout de territoire français en Amérique du Sud qui est la Guyane, qui est frontalier avec le Brésil d'un côté, avec le Suriname de l'autre. Le Suriname, c'est la porte d'entrée des trafiquants colombiens vers l'Europe. Nous avons une frontière avec le Suriname. Je suis allé pour ce documentaire, d'ailleurs vous l'avez vu, vous le verrez, je veux dire, on passe au Suriname en barque. Il y a 200, 300, 400 barques qui passent tous les jours. Donc à partir de là, la cocaïne, elle passe par là. Là, vous avez des coins un peu misérables où ils n'ont pas de difficulté à recruter des mules, ce qu'on appelle des mules. C'est-à-dire qu'en gros, des jeunes filles, souvent, à qui on promet 2 000, 3 000, 4 000 euros si elles font le voyage en ingurgitant de la cocaïne. Elles se disent, OK, j'y vais, etc. Et elles se mettent jusqu'à 1 kilo quand même dans l'estomac. J'ai une question un peu bizarre là-dessus, parce qu'elles partent de... C'est mes questions bizarres, de temps en temps, Valérie me connaît. Ils partent de la Guyane, ils font presque 10 heures, 11 heures de vol. Après, ils vont à la campagne, parce qu'on le voit, ils ont 2 heures de route pour aller à la campagne. Si jamais ça vient, on fait quoi ? Alors, c'est une façon dont les hôtesses de l'air... les hôtesses de l'air, quand vous discutez avec elles sur ces vols, elles vous disent il y a un certain nombre de personnes quand même dans le vol aujourd'hui qui ont refusé le plateau repas. Et donc, elles refusent totalement toute nourriture pour effectivement conserver dans l'estomac cette drogue ingurgitée, parce qu'il ne faut surtout pas effectivement qu'elle sorte avant. Si elle la perd, dans ce cas, c'est perdu. Il y a un cas comme ça d'une jeune fille qui a disparu, qui a été tuée, et je connais son père qui m'a approché, qui cherche à... Parce qu'elle n'a pas pu se retenir. Elle a été punie, en tout cas par le réseau. On ne sait pas très bien pourquoi, mais probablement pour cette raison-là. Il y a aussi la possibilité de mourir, parce que si vous voulez, quelquefois c'est fait de manière un peu artisanale. Et ces boulettes que vous ingurgitez recouvertes de fils plastiques, elles peuvent exploser dans votre ventre. Et je vous garantis que ce n'est qu'une sur les 15, 20 ou 30 que vous avez ingurgité qui explose. Vous êtes mort. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas comme ça, mais c'est possible. Et puis, ils ont une imagination sans limite, avec les crabes évidés, dans lesquels on a re-rempli ces crabes avec de la cocaïne. Enfin, on ne va pas tout raconter du documentaire. Ce qui est, donc, on a parlé du cannabis, de la cocaïne, et puis de l'héroïne aussi, qui revient, en fait. C'est une drogue qu'on pensait un petit peu oubliée. Non. Écoutez, déjà, il y a des pays producteurs qui aujourd'hui ont besoin, notamment, je pense à l'Afghanistan, qui est un pays un peu hors de contrôle. Il faut d'abord partir du pays producteur. L'Afghanistan, au Liban, donc des zones de guerre, des zones de tension. La tension, la drogue pousse toujours sur les zones chaotiques et les zones de tension. La drogue bénéficie toujours de la guerre d'une certaine manière. Donc la drogue, le produit est là, l'opium pousse, il est là, l'héroïne est là. Et là, vous avez une autre mafia dont on n'a pas parlé encore, qui est en train de monter en puissance sur tout le territoire, dans le monde en réalité entier, c'est la mafia albanaise,
qui elle écoule ce produit. Et là, nous sommes allés pour ce documentaire à la frontière en Savoie. À la frontière avec la Suisse, suivre des douaniers qui, là, ont découvert un plan de deal en pleine forêt. Si vous voulez, ça change quand même un peu des plans de deal qu'on a d'habitude au pied des tours. Là, on a un plan de deal d'héroïne en pleine forêt. Et donc, vous arrivez sur un petit chemin de forêt, vous faites signe, il y a quelqu'un qui vous dit « coucou, je suis là », etc. Vous le suivez sur un petit chemin forestier, vous allez jusqu'à un endroit, vous payez, vous récupérez votre dose d'héroïne. Bon, ça, c'est effectivement derrière, on a... Donc ça paraît comme ça très artisanal, c'est petit, etc. Mais derrière, il faut quand même savoir qu'on a des mafias mondiales et que la mafia albanaise, elle est implantée, je veux dire, des États-Unis à l'Europe, à New York, partout, et qu'elle est en train de bousculer la mafia même italienne. Donc derrière, on a des pieuvres. Pourquoi les dealers acceptent de faire de la télé? Moi, franchement, je me suis posé la question. T'es dealer, t'es machin. Qu'est-ce que tu veux raconter ta vie à la télé? Moi, j'ai fait un livre juste avant qui s'appelle Les narcos français Brice Lomertin. Je les ai fait parler, j'en ai rencontré des dizaines. Mais c'est une histoire d'ego, quel est leur intérêt de vous donner une non, mais déjà c'est la confiance. Non, mais déjà c'est la confiance que j'ai installée avec eux. Parce qu'ils ont vu que dans ce livre, bon, je les dénonçais pas, je les trahis pas, etc. Donc après, moi, je leur garantis l'anonymat. Je suis obligé. Je suis pas là pour. Bien sûr. Je suis obligé de leur mettre la cagoule. C'est moi qui leur dis mettez la cagoule. Mais eux, ils ont d'une certaine manière, ça en dit long aussi sur l'impunité qu'ils ressentent. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont là, ils ont réussi, ils sont au sommet un peu de leur puissance, ils se pensent un peu inatteignables d'une certaine manière. Et donc ils acceptent ce rendez-vous, mais c'est après des années, ça fait des années que je travaille sur ce sujet, je veux dire, c'est pas des dealers que j'appelle comme ça sur Snapchat, ce sont des gens que je connais depuis très longtemps, comme les policiers d'ailleurs et les gendarmes qui acceptent de me parler. Donc voilà, c'est mais si vous les connaissez, les gendarmes et les policiers les connaissent aussi. Pas forcément, on connaît pas forcément les mêmes personnes. Mais le travail que vous avez fait vous, pourquoi la police ne le fait pas? La police le fait. La police a des indicateurs aussi. Moi, je fais pas le même boulot. Moi, je fais du journalisme et je fais de l'enquête. Donc mon but, et c'est aussi pour ça qu'ils viennent vers moi. Mon but, moi, je suis pas là pour les envoyer en prison. D'ailleurs, c'est pas mon boulot. Je fais du journalisme. Donc je suis ni juge ni policier. Et donc il faut savoir, voilà, chacun son job. Dernière question aux spécialistes que vous êtes. Est-ce qu'il y a des hommes politiques dans le gouvernement ou ailleurs qui sont sous cocaïne? Alors, j'ai pas de nom, mais dans l'histoire, dans le gouvernement actuel, j'en sais rien. Mais dans l'histoire, on a eu, moi je me souviens très bien de Jacques Chirac et de Jean Tibéry. Bon, ils sont, voilà, là pour le coup, j'ai interviewé leur dealer de cocaïne quand Jacques Chirac était maire de Paris. Et là, alors je ne sais pas si c'était pour lui ou pour ses amis, mais en tout cas, il commandait, je peux vous dire, de la cocaïne à gogo dans ces années-là. Ouais. Ah bah, intéressant. Merci, et c'est à ne pas manquer dimanche 21h10 sur France 5. Il y a le replay évidemment. Le monde en face, la drogue est dans le pré. C'est un document il faut regarder, choc et passionnant et avec une richesse dans les intervenants. Et bravo à Samuel Tissou, assez incroyable. Oui. Absolument. Merci à vous. Et à Julien Johan, mon co-réalisateur. Tout de suite, les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.